Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Viva Culture. C'est la rentrée, plus de 12 millions d'élèves s'apprêtent à retrouver le chemin des écoles, des collèges et des lycées, et 1 million d'enseignants, de personnel d'éducation, d'administration et de direction s'apprêtent à les accueillir. J'ai donc interviewé pour aujourd'hui une professeure d'histoire-géographie. Laurence Decroix, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeure d'histoire-géographie dans un collège qui s'appelle Les Fontanettes, dans l'ouest de l'Oise, près de Beauvais, à la limite de la Normandie, dans le pays de Bray. Tout à fait, donc c'est un collège rural qui se trouve au milieu de plusieurs villages. Donc on a des élèves qui sont exclusivement d'origine rurale, et à peu près un assez gros collège puisqu'on a à peu près 650 élèves. Et combien de professeurs Donc à peu près une quarantaine de professeurs. Donc voilà, donc j'enseigne depuis une vingtaine d'années maintenant dans ce collège. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord, s'il vous plaît, comment vous avez vécu ce confinement et puis en fait toute cette période de coronavirus ? Oui, donc ça a été une période un petit peu difficile puisqu'on a dû s'adapter assez rapidement à des conditions déjà de confinement total, donc enseignement à distance. Donc qui a été vécu avec beaucoup de brutalité puisqu'on a été prévenus, nous dans l'Oise, on a été confinés avant les autres début mars. Oui. Donc on a appris le vendredi que le lundi le collège était fermé et qu'on commençait l'enseignement à distance tout de suite. Donc il a fallu adapter les outils qu'on n'avait pas forcément, avec des élèves qui eux-mêmes n'étaient pas forcément équipés pour pouvoir recevoir notre enseignement. Et bon, ça a demandé quelques semaines d'ajustement. Et on est resté fermé jusqu'au début du mois de juin, et on a terminé l'année avec quelques élèves, donc ça a été une première période assez difficile. Ensuite, on a enchaîné donc l'année scolaire 2020-2021 avec un protocole sanitaire très strict qui a évolué au cours de l'année. Donc on a été confronté à des situations un petit peu difficiles à gérer au quotidien, comme des récréations décalées entre les différents niveaux, avec des heures de cours qui étaient des fois interrompues par une récréation en plein milieu de l'heure de cours, ou au mois de novembre, des heures de cours qui étaient données dans des salles où la classe devait rester dans sa salle, donc c'était à l'enseignant de se déplacer. Est-ce que ça posait des problèmes pour vous en particulier, ça ? Alors oui, puisque moi j'ai l'habitude de travailler, donc maintenant on nous demande en histoire-géographie en particulier d'utiliser beaucoup les affichages. Oui. Donc là, je n'ai pas pu du tout utiliser les affichages, donc je ne pouvais pas transporter évidemment à chaque heure de cours des cartes murales, des globes, etc. Donc déjà ça, j'ai dû le supprimer de mon enseignement et trouver d'autres moyens. Et puis l'autre difficulté, c'est que dans mon collège, on utilise beaucoup l'outil informatique, en particulier les vidéoprojecteurs, avec des salles qui sont équipées. Donc par exemple, les salles de français, les salles d'histoire-géographie sont équipées d'écrans. Oui. Parce qu'on est amené à travailler sur des films, des extraits de vidéos. Et moi, j'utilise énormément ce genre de support, des documents que je vais chercher, que j'utilise soit pour illustrer mon cours, soit pour carrément construire une séquence. Et donc quand on change de salle toutes les heures, ça veut dire on réouvre une session à chaque heure. Donc on a le temps de déplacement, on a 5 minutes pour se déplacer, c'est assez court. Et on doit à chaque fois réouvrir l'ordinateur, rouvrir le logiciel qui permet de faire l'appel, avec une classe qui est déjà installée, donc on a une discipline à faire, donc on perd facilement. Oui, tous les rituels sont cassés. Voilà, les rituels sont cassés, et on a une relation avec les élèves aussi qui a été très difficile, puisqu'on a des élèves déjà qui ont été déscolarisés pendant 3 mois. Oui. Certains ne sont pas revenus en juin 2020, donc on les a récupérés en septembre, alors qu'ils n'avaient pas eu cours depuis le mois de mars précédent. Et des élèves qui étaient dans la salle quand on arrivait, donc il y avait tout de suite déjà une discipline qui était assez difficile à installer. Oui. Et le temps de travail efficace était beaucoup moins satisfaisant que... Oui. Donc c'est pas seulement une perturbation de nos habitudes, c'est aussi
des difficultés sur la façon de gérer tout simplement la relation avec Tout les à élèves. fait, c'est de la pédagogie. Voilà, donc ça a été assez difficile. Donc on a fonctionné comme ça pendant quelques semaines Oui. seulement. C'est-à-dire que vous avez constaté sans doute des retards chez vos élèves absents, des retards évidemment au niveau des connaissances, mais peut-être aussi au niveau de être ensemble en classe, Absolument. dans la Ouais. discipline, Alors dans les ça, règles. oui, tout à fait. Oui. Et on a en particulier fait le bilan avec tout le personnel de vie scolaire sur des choses qui n'ont pas été soit dépistées, sur des comportements de certains élèves qui pouvaient poser problème, soit des interventions qu'on n'a pas pu faire parce que par exemple des intervenants extérieurs sur des problèmes comme le cyberharcèlement par exemple n'ont pas pu se faire. Donc on a des élèves qui sont arrivés en 6e en 2019-2020 qui n'ont pas eu leur année de 6e complète, avec des interventions qui n'ont pas pu avoir lieu, et qui ont eu des difficultés de comportement nous, on n'a pas pu dépister en plus. Ah oui, bien sûr. Donc Surtout que la ça- 6e est très importante. Tout à fait. Donc Ouais. ça a engendré une situation assez explosive à la fin de l'année 2020 Oui, et au début de l'année 2021. oui. Et donc des difficultés pédagogiques ajoutées à une ambiance très difficile au niveau de la vie scolaire, avec des élèves. Dans mon collège, on est un collège où on fait beaucoup d'activités. Donc il y a l'association sportive, on a beaucoup de clubs qui fonctionnent, on a des voyages. Donc on essaie de les sortir le plus possible de leur environnement, sachant que c'est des élèves qui sont dans un milieu rural. Oui, Donc aller au cinéma, pour eux, c'est très compliqué. Il faut prendre un bus. voilà. Beauvais, c'est à 15 km, un peu plus, 15-20 km. Mais Beauvais, c'est déjà une aventure d'aller à Beauvais pour eux. Paris, on n'en parle même pas. Donc on est sur des élèves qui sont souvent très isolés chez eux. Ils voient même difficilement leurs copains, ou alors il faut aller au collège. Le collège, c'est un lieu de rassemblement. Exactement. Donc le fait d'avoir un lieu comme ça qui vit moins, c'est très compliqué. Et ça, on a mesuré à quel point on leur apporte des choses en fait. Dans l'établissement, c'est important. Et le fait qu'il ne puisse pas y avoir accès ou qu'on ne puisse pas organiser ce qu'on organise d'habitude, ça a été un handicap assez important. Et ça, on l'a vraiment mesuré à l'occasion de cette année et demie à peu près. Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'un collège, c'est pas seulement là où on apprend évidemment des connaissances, mais peut-être un métier éventuellement, ou une orientation, mais aussi toute une vie culturelle. Tout à fait. Un épanouissement culturel. Absolument. Et puis aussi les relations avec les autres aussi. Oui. Le vivre ensemble, et ça c'est des choses qu'on n'a pas pu faire comme il fallait. Oui. Et on a des enfants, on s'est rendu compte qu'ils vivent dans des milieux où c'est très compliqué, à la maison. Et là, on n'a pas pu leur apporter ce complément qu'on peut leur apporter d'habitude. Oui. Ah oui. Tout à fait. La sociabilité, effectivement, ça prend là. Voilà. Et on a été confrontés à des difficultés, du coup... quelques mois plus tard, on s'est rendu compte que il y avait eu quelque chose qui ne s'était pas fait. En fait. C'est ça. Et on n'en avait pas conscience au début, parce qu'au début, le confinement, on l'a beaucoup vécu sur des questions pédagogiques pures. Qu'est-ce que je fais en anglais, qu'est-ce que je fais en français, qu'est-ce que je fais en mathématiques, mais pas sur le vivre ensemble. Et ça, le vivre ensemble devant un ordinateur, il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Et oui. Parce que quand on a l'habitude de travailler avec un groupe, on ne travaille pas devant une machine. Mais oui, mais ça, finalement, on ne peut pas le remplacer. Mais c'est ça, mais effectivement, là tout de suite, je vais reprendre la balle au bon, c'est-à-dire que votre métier de professeur, vous le voyez comment ? Parce que si vous ne pouvez pas le mener devant un ordinateur, ça veut dire quoi ? En fait, c'est quelque chose qu'on apprend un petit peu sur le tas, parce que moi, j'ai à peu près... je suis à peu près en milieu de carrière, hein, ça fait 20 ans que je suis dans ce collège, donc j'ai pas mal de recul. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma formation, j'ai surtout appris à enseigner l'histoire. Déjà, moi, c'est l'histoire ma passion à l'origine, donc c'est quelque chose que j'aime faire, que j'aime transmettre, que j'aime faire vivre. Et ce que j'ai appris en étant professeur, au bout de quelques années, 1, 2, 3 ans à peu près de pratique, c'est qu'en fait, on ne peut pas se concentrer sur ce qu'on veut enseigner, en tout cas, pas seulement, dans le sens où il faut aussi se concentrer sur comment c'est reçu, c'est-à-dire la personne en face de nous, avec tout ce qu'elle a de bagages. Donc quand c'est des élèves, c'est chaque élève avec son vécu, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, ce qu'il croit savoir, ce que nous on peut lui apporter, comment il va construire sa vie plus tard, quelle est sa personnalité, quels sont ses goûts, quelles sont ses capacités. Donc en fait c'est quelque chose d'assez complexe.
Et en plus, c'est un groupe. C'est-à-dire que c'est un groupe qu'on va apprendre à faire vivre ensemble. Oui. C'est-à-dire comment un tel peut apporter à un tel. Et en réalité, c'est une espèce d'alchimie qui fonctionne dans un lieu qui s'appelle la classe, avec des outils qu'on construit avec notre propre sensibilité, notre connaissance, nos capacités, mais aussi avec le public qu'on a. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose d'assez complexe en fait. Oui. Mais Oui. c'est ça qui est intéressant finalement. Oui, c'est vrai. Parce qu'on dit quelquefois bêtement, quand on est en dehors du métier et évidemment d'une salle de classe, on dit bêtement « Ah, les plus ignorants vont freiner les plus doués vont s'ennuyer, comment on fait? Est-ce qu'il faut parler aux plus doués? Est-ce qu'il faut parler aux plus faibles ?» En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se pose. Oui, alors la difficulté, c'est justement de trouver un espèce d'entre-deux pour à la fois satisfaire les élèves qui sont à l'aise, qui ont bien compris, qui ont envie de plus, et puis les élèves qui sont un petit peu en difficulté, pour qui... Alors ça, c'est des choses que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de ma carrière, c'est une frise chronologique. Pour moi, c'est un truc évident, c'est quelque chose... Je sais la lire, je sais comment la présenter, comment la compléter. Et pour un élève de 6e, ça peut être très compliqué parce qu'il va avoir des difficultés de repérage dans l'espace. Pour lui, les chiffres, c'est quelque chose de complexe. Donc si je lui présente une frise comme ça, il va se heurter à un mur. Oui. Donc je dois composer avec tout ce public-là. Ouais. Donc quelque chose qui s'impose pour moi, c'est essayer de faire en sorte que tout le monde ait sa place dans le cours. C'est ça. Alors après, il y a plusieurs façons de le faire. Peut-être, moi, ce que je fais de plus en plus maintenant, c'est donner la possibilité aux élèves très à l'aise de faire des exposés ou d'essayer d'aller faire des choses un petit peu plus compliquées, justement. Alors, à distance, je me suis rendu compte que je pouvais donner des choses, par exemple, aller faire une recherche sur un site internet, quelque chose que j'aurais pas forcément le temps de faire en classe. Oui. Quand c'est en classe, c'est un exposé, des élèves qui ont envie d'en savoir un peu plus, de se débrouiller tout seul, etc. Et ça, c'est à valoriser. Et puis, à côté, l'élève qui a plus de difficultés, c'est d'essayer de l'amener à être à l'aise avec l'histoire, la géographie, en essayant de progresser un petit peu sur ce qui est difficile, mais sans que ça soit un bloquant. C'est-à-dire, l'élève qui bute sur les chiffres, on va pas rester en face de ce mur-là pendant toute l'année. Voilà. On va peut-être essayer de trouver un autre moyen. Oui. Donc, les chiffres, c'est un problème, mais peut-être il y a d'autres choses qui peuvent être... Donc, c'est ça qui est un petit peu... c'est intéressant, c'est complexe, mais en même temps, comment je peux trouver une activité ou des activités qui peuvent permettre de construire un savoir comme ça qui progresse et que tout le monde y trouve son compte. Oui. Oui, oui. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Parce que si on laisse d'un côté des élèves qui ne comprennent pas, ça va pas. D'un autre côté, si un élève s'ennuie parce qu'il a envie d'en savoir plus, ça va pas non plus. C'est Donc vrai. il faut essayer de trouver donc varier les activités et puis faire en sorte qu'il y ait un temps pour tout. Et puis surtout que chaque élève, on le regarde en tant qu'élève, c'est-à-dire qu'il a sa place et qu'il n'ait pas l'impression d'être oui, moi, je sais pas possible, je n'y arriverai pas. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai la richesse d'avoir Oui. une activité, une Oui. matière plutôt, l'histoire, la géographie, où je peux assez facilement retomber sur mes pieds, c'est-à-dire que il y a plein de façons d'enseigner chaque partie du programme. Mais oui, parce qu'en fait, vous êtes en train d'apprendre, je sais pas comment dire, avec les élèves, comment se gérer par rapport au temps et par rapport à l'espace. Oui. Donc ça, est-ce que c'est lointain pour les élèves? Est-ce que c'est difficile? Ou est-ce que c'est proche? C'est pas forcément évident. Donc après, je pense qu'au niveau collège, il faut pas trop se focaliser sur le temps lui-même. C'est-à-dire que, de toute façon, pour n'importe qui, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, ça reste quand même des choses assez abstraites, parce qu'on se refigure pas ce que c'est. Plutôt donner une espèce d'impression du temps qu'est-ce qui montre que le temps a évolué parce que les choses ont changé, le climat a changé, les hommes ont changé, les régimes politiques ont changé, l'économie a changé, les costumes ont changé. Et donner plutôt des impressions. Le Moyen-Âge, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient? L'Antiquité, c'est quoi? Et essayer de trouver un petit peu ce qui va être parlant à chaque fois pour qu'il reste quelque chose, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, l'élève, qu'est-ce qu'il aura appris? Peut-être pas grand-chose, peut-être beaucoup. Après, ça dépendra un petit peu de chacun, mais qu'ils aient tous un petit peu
eu l'impression qu'ils étaient à leur place dans le cours, surtout qu'ils aient envie de continuer à apprendre des choses. Pour moi, c'est ce qui est le plus important finalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'aucun ne se sente rejeté. C'est ça. Oui. Ouais. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est de plus en plus, depuis quelques années, l'arrivée d'élèves qui sont en très très grande difficulté. Oui. Donc, quand ils ont de la chance d'être accompagnés par un assistant, donc un AESH, donc un assistant de vie scolaire qui va aider des élèves qui ont des situations de handicap, comme des dyslexies par exemple. Donc là, c'est relativement simple parce qu'on a quelqu'un qui va faire le relais. Donc on peut construire quelque chose, ça fonctionne très bien. Donc ça déjà, ça fait quelques années. Donc au début, c'est vrai que accepter un autre adulte dans la classe, c'est pas forcément évident. Puis après, on s'habitue, on collabore aussi beaucoup avec eux. Et ce qui est plus compliqué, par contre, c'est quand on a des élèves qui sont pas du tout accompagnés. Oui. Donc par exemple, l'année prochaine, on a des élèves qui arrivent en 6e, qui ont un niveau petite section ou CP, qui relèvent d'instituts médico-psychologiques ou de sections en fait, où ils n'ont pas de place. Oui. Et donc on les met dans le collège public parce qu'on ne sait pas où les mettre, l'éducation étant obligatoire. Et on est des fois confronté à des élèves, par exemple, qui sont non lecteurs, ou qui ont des difficultés Carrément. très très importantes. Et là, le grand écart est très compliqué. Oui. Et ça, c'est quelque chose... on nous demande Oui. souvent d'accueillir tous les élèves, ce qui est en soi tout à fait intéressant, mais sans accompagnement, c'est pas possible. On peut pas accompagner 30 élèves de façon personnalisée sur des cours qui durent 50 minutes. Donc c'est ce qui laisse souvent un goût d'inachevé parce qu'on se sent très impuissant en fait. Oui. Mais est-ce que vous avez constaté, au cours de ces 20 ans, est-ce que vous avez constaté une évolution du niveau des élèves ou de l'appétence pour le cours, pour le savoir? Dans le milieu dans lequel je travaille, il n'y a pas vraiment d'évolution. Bon, c'est un niveau qui est souvent assez faible parce qu'on est sur des familles qui sont souvent des artisans ou des gens qui se sont construits à leur époque sans avoir besoin de faire d'études, Oui, qui ont des fois du mal à comprendre quel Oui. peut être l'intérêt. Et on a du mal des fois à leur expliquer que pour faire le métier qu'ils exercent, il faut aujourd'hui un diplôme. Eh oui. Donc c'est pas toujours très évident. Après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est souvent la confiance fait énormément. C'est-à-dire que quand on a un dialogue avec les parents, avec les familles, avec les enfants, et qu'on suscite l'envie, l'intérêt, l'empathie, enfin le regard, surtout sur la personne, en fait, après, on arrive à faire beaucoup de choses. Oui, Alors quand on se braque avec les familles, c'est beaucoup plus compliqué. bien sûr. Donc Bien après, sûr. sur le niveau, c'est difficile à évaluer parce que tout dépend des élèves en fait. On a des élèves dont le niveau est très faible pour plein de raisons. Et c'est sûr que quand on est en enseignant en collège, on n'a pas toute la partie primaire, donc on Oui. prend les élèves tels qu'ils sont en 6e. Oui, oui, oui. Ce qui est certain, c'est qu'on peut pas, un élève non lecteur en 6e, moi je ne vais pas lui apprendre à lire. Bien sûr, c'est impossible. C'est pas possible, c'est pas Oui. mon métier, mais je ne sais pas faire. Oui. En fait, j'ai une question un peu orientée. Est-ce que, par exemple, on constate, c'est très orienté, une influence de la télévision ou des écrans dès le petit âge? Peut-être dans des familles, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça joue, ça? Alors oui, ça va jouer sur des niveaux assez variés, sachant que par exemple un élève qui passe beaucoup de temps sur les écrans, qui n'est pas capable de s'arrêter et dont la famille n'arrive pas à réguler cet accès aux écrans, quelque chose de tout simple par exemple, c'est cet élève ne dort pas, Ah oui. ou dort très peu, et il arrive en classe, il lutte contre le sommeil toute la journée. Et ça, on sait que c'est quasiment perdu d'avance, parce que on ne pourra pas, malgré toute l'énergie qu'on va y mettre. Moi, j'ai eu un élève cette année, fallait que je le réveille régulièrement. Alors, quand j'arrivais à le mettre au travail sur des moments avec un copain, ils arrivaient à se motiver pour faire quelque chose, mais c'était des moments qui étaient très courts. Et on sent que le combat est perdu d'avance parce que c'est des choses qui sont pas de notre ressort. Des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Oui, oui. Donc ça peut être quelque chose de vraiment basique. Oui. Après, les écrans, ça peut avoir d'autres problèmes. Par exemple, ce qui est le fait de ne pas faire la hiérarchie, le tri. On voit des choses sur les... Ce qui peut être intéressant parce que des fois, on a des élèves qui sont curieux, qui vont essayer de se renseigner, etc. Mais qui des fois tombent à côté. Alors moi, ce que je trouve très important, c'est de toujours être disponible pour leurs questions. C'est-à-dire leur faire sentir que il n'y a pas de questions bêtes, Oui. de façon à ce qu'ils me posent des questions, même
complètement à côté de la plaque, mais Oui. ça me permet, moi, de retravailler. Voilà. Parce que s'ils ne veulent pas me poser la question, Mmh. ils vont pas la poser et ils vont rester sur leurs idées fausses ou leurs certitudes, ou etc. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de toujours faire en sorte d'avoir un dialogue. Mmh. Et Mmh. comme je suis également professeur d'enseignement moral et civique, c'est quelque chose qui est, Ah oui, pour moi, primordial. oui. C'est non pas d'asséner un savoir. Mmh. À l'époque, quand on faisait ce qu'on appelait l'éducation civique, Mmh. c'était beaucoup, on apprend les institutions, etc. Bon, il y a toujours un petit peu de ça dans le sens où on doit Bien transmettre un certain nombre de bases sur comment Mmh. fonctionne la République, etc., Mmh. les institutions. Mmh. Mais peut-être ce qui est plus important aujourd'hui, c'est susciter le débat, le questionnement, et puis faire en sorte qu'ils osent parler. Ah oui. Sur tous les sujets, je lève la main, je pose la question. Mmh. 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 J'ai l'impression Et que c'est un toujours, et ne enseignement jamais les difficile, regarder ça. en jugeant, en fait. C'est ça, voilà. Ouais. Oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on peut s'élever Tout et à les fait. élever. Et puis faire en sorte qu'il y ait du débat, qu'il y ait de l'échange. Oui, voilà. Et Oui. puis que même les élèves qui osent pas forcément, parce qu'à l'adolescence c'est toujours un petit peu compliqué d'aborder certains sujets, mais qu'ils aient toujours envie de lever la main et d'essayer. Mais dans ces cours d'instruction civique, ça doit être plus facile, non? Parce que ce sont des débats d'actualité. Alors oui, c'est particulièrement intéressant justement quand il y a des débats d'actualité. C'est intéressant, ça peut aussi être aussi difficile, parce que moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai quand même pris en pleine figure le problème du terrorisme. Oui. J'ai commencé ma carrière en 2001. Hélas, donc, oui, on a été le mal... 11 septembre, ça a oui. commencé comme ça, et puis Oui, oui. on a des problèmes de société qui... c'est pas forcément facile d'ailleurs pour les adultes d'imaginer ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'état d'esprit des adolescents. Parce que nous, on a été adolescents dans un autre contexte, et pour eux, c'est le terrorisme, la crise sanitaire, le changement climatique... C'est des choses qu'ils vivent de façon... c'est assez déstabilisant, en fait, pour tout le monde. Et pour eux, c'est leur avenir. C'est à quoi va ressembler leur avenir. Et on est forcément dans des débats d'actualité, et il faut arriver à faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer. Et ce qui est compliqué, c'est que des fois, ça part dans tous les sens. Oui. Donc il faut arriver à recentrer un petit peu. Alors moi, j'ai aidé un public qui est relativement facile à gérer, dans le sens où ils sont assez peu politisés, ou donc c'est des élèves d'un milieu rural, donc ils connaissent pas tellement finalement les grands débats, ou alors ils en entendent parler de façon assez lointaine. Et j'arrive relativement bien. Il n'y a pas de passion, quoi. Il n'y a pas de refus. Moi, j'ai jamais eu d'élèves, par exemple, qui refusent de parler de... Bon, j'ai eu des fois, mais c'est vraiment très ponctuel, des questionnements sur la religion, des choses comme ça. Mais en général, ils sont assez neutres par rapport à ça. Donc c'est relativement facile de faire des séances avec eux. J'ai pas de réaction violente ou de refus ou de choses comme ça. Vous n'avez pas eu peur, un peu comme ça a eu lieu pour Samuel Paty Non, peur, j'ai jamais eu peur. Oui. Parce que pour moi, le débat, c'est quelque chose qu'il faut être capable de... Quand on fait ce métier, il faut être capable de... Des fois, on a une question qui est un petit peu dérangeante. Il faut être capable de prendre le temps, de dire, voilà, on s'arrête. Voilà. Et puis, on fonce et on répond à la question et on donne des arguments. Après, moi, ça me demande aussi d'être le plus curieuse possible de l'actualité, de ce qui se dit, pour pouvoir avoir du répondant aussi, et être capable de dire ça, ce que tu dis n'est pas entendable, voilà les arguments que je peux te donner, et voilà comment on peut discuter de ça. Ensuite, la peur, moi je l'ai pas eu. Ce qui m'a un peu interpellée, vraiment interpellée, c'est le fait, et ce que j'avais vraiment commencé à comprendre peut-être avec Charlie Hebdo, c'est on peut mourir parce que on essaye de faire réfléchir les gens. Voilà. Et l'utilisation, par exemple, des caricatures, alors, moi, ça m'a un petit peu... j'étais pas forcément axée là-dessus dans mon enseignement, mais là, j'ai plus utilisé, je trouve, cette année, tout ce qui est dessin de presse. Voilà. J'utilisais de façon assez ponctuelle, parce que je trouve que c'est très riche sur comment faire passer un message, comment le dessin peut être un support, le slogan, etc., le rôle de l'ironie, etc. Après, nous, en histoire-géographie, on rentre pas forcément là-dedans en termes de langage, mais on se rend compte que ça peut véhiculer des idées de façon relativement efficace, et ça peut aussi solliciter l'interrogation et le débat. Et le débat en lui-même, c'est un apprentissage aussi. Le fait d'écouter l'autre,
s'exprimer, Bien sûr. les arguments pour, les arguments contre, Oui. sur des sujets comme les migrants, par exemple. Oui, par exemple. Alors, donc, par exemple, ce que j'ai fait cette année que je n'avais pas fait précédemment, c'est Oui. récupérer des dessins de presse comme ça un petit peu au quotidien et puis les mettre sur les murs de ma salle sans donner forcément de clé. Et puis, à la fin de l'heure, des fois les élèves s'arrêtent devant, ils regardent, ils rigolent ou pas, ils posent la question, qu'est-ce que ça représente? Et là, avec quelques élèves, on peut rentrer dans un... Et ça peut commencer à susciter le questionnement. Voilà. Et c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, c'est qu'ils gardent l'esprit Oui, et l'habitude de poser des questions et de se poser des questions. voilà. De pas justement accepter comme acquis ce qu'ils peuvent oui. voir comme opinion circuler sur les réseaux Oui. sociaux, etc. C'est-à-dire, une grande partie de votre rôle, c'est d'éveiller la curiosité, de susciter l'intérêt. Oui, je pense. Parce C'est ça. qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de plus grande tristesse qu'un enfant qui ne se pose pas de questions. Ah oui. Oui. Et quand j'aborde des fois des sujets qui, moi, me tiennent à cœur, parce que par ailleurs, ça m'intéresse sur l'histoire des sciences, l'évolution des technologies, les questionnements qu'on peut avoir sur l'espace, sur l'avenir, etc. Et de voir des élèves qui s'y intéressent absolument pas, ça me fait toujours un peu de peine parce que je me dis, bah en fait, ils se posent pas de questions, ils vivent dans un monde où ils sont sur un rail, ils vont faire un métier, et quand ils ont faim, ils vont au magasin, et ils se posent pas la question d'où ça vient, quels sont les enjeux, l'écologie, le consumérisme, toutes ces questions-là qui font en fait de nous des citoyens, et c'est ça voilà, aussi qu'on c'est essaie ça. de construire. C'est C'est pas ça. uniquement un consommateur qui va vivre sa vie comme ça sans se poser de questions, mais aussi quelle action il peut jouer. Oui, oui. Et au collège, c'est particulièrement intéressant parce qu'entre la 6e et la 3e, il y a une énorme différence au niveau des... Ah oui. On voit bien la différence. D'un même élève, on va voir que progressivement, il Mhm. commence à s'interroger, Mhm. à vivre des premiers conflits de sa personnalité par rapport aux autres. Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est d'accompagner ça. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que vous leur donnez aussi des outils, peut-être, dans une voie pour être libre, pour être maître de son destin. Ce sont des grands mots. Oui, hein. mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop ambitieux, mais savoir que tout ce qu'on fait peut avoir un rôle, si pas forcément tout de suite, mais ça servira plus tard. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est la confiance en soi et la capacité à s'interroger. Et puis après, une fois que ces clés elles sont données, c'est comme des petites graines qui sont semées comme ça, et il y a un moment où ça va servir. Et moi, j'ai toujours à cœur justement de pas forcément me focaliser sur les programmes ou sur une espèce de niveau que je voudrais qu'ils atteignent absolument, mais au contraire d'essayer de donner des petites, de semer des petites graines comme ça. Alors, j'ai un collègue dans mon établissement, donc on a une section Ulysse, c'est-à-dire c'est une unité localisée d'inclusion scolaire, donc on a à peu près une douzaine d'élèves qui sont en situation de handicap, avec un instituteur spécialisé et qui participent à certains cours. Et pour moi, c'était très enrichissant de rencontrer donc cette personne et d'avoir des discussions avec cet instituteur spécialisé, parce que il m'a fait comprendre qu'avec ces élèves en situation de handicap qui donc sont hors classe, ils ont un niveau qui ne correspond pas au collège. Donc on les considère forcément non pas en tant qu'élèves de 5e, 4e, etc., mais en tant que personne. C'est ça. Et quelque chose que j'ai compris notamment en discutant avec lui, c'est peu importe ce que tu veux passer comme savoir pur, ces élèves-là, c'est pas comme ça que ça va se passer. Tu vas susciter un intérêt, tu vas leur donner un certain bien-être, quelque chose dans ton heure de cours, il va se passer quelque chose qui va faire que derrière, tu vas pouvoir démarrer un début de quelque chose qui va peut-être se passer après, quoi, plus tard. C'est ça. Oui, oui. Mais tu as initié quelque chose, en fait. Oui, oui. Oui. Et ça, finalement, c'est plus important que de finir une question programme. Le programme existe, mais c'est un rail. Après, c'est à nous de le faire vivre, quoi. C'est le début de leur avenir. Avec les personnes qu'on a devant nous. Oui, voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, Laurence Decroux, un grand merci. Je pense que c'est pour nous très intéressant de savoir un petit peu ce que vous faites avec les enfants. Alors évidemment, la période était difficile, mais
J'ai l'impression que maintenant, peut-être à l'avenir, là, les années qui viennent, ça va repartir. Qu'il arrive, on essaie de garder le cap. C'est ça, merci beaucoup. Au revoir, Laurence. Au revoir. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer. Je vous donne rendez-vous le 12 septembre à l'Hôtel de Ville pour le Forum des associations. Venez échanger avec nous, en savoir un peu plus sur notre association de spectateurs passionnés. Vous verrez que nous nous tenons au courant, bien sûr, des différents événements culturels au Havre et dans la région. Nous vous proposons aussi un certain nombre de places à tarif réduit. Nous organisons des débats sur des thématiques culturelles d'actualité et nous essayons le plus possible de vous faire découvrir les coulisses de la création. Nous écoutons en ce moment Jeanne Hadid. Je vous donne donc rendez-vous bientôt et rejoignez-nous, adhérez. Au revoir et merci beaucoup de votre fidélité. Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sound.